Bienvenue dans cet atelier intitulé « L'influence B2B en 2022 ». Alors déjà, une petite question, un petit sondage dans la salle. Qui ne connaît pas la Brigade du Web? Levez la main. Chameau. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ok. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, alors moi je suis Annie Lichner, je suis journaliste et j'ai fondé Ma Digital Week, qui est un média, et donc il y avait tout à l'heure tous les journalistes qui travaillent dans mon équipe, et j'ai fondé aussi ce collectif B2B d'influenceurs qui s'appelle la Brigade du Web, qui sont spécialisés dans différents domaines, aussi bien dans le marketing, dans le retail, dans l'influence, dans la banque, etc. Et donc l'idée c'est de propulser non seulement vos événements, et on était là ici aujourd'hui pour propulser ces 3 derniers jours e-marketing et stratégie client, mais aussi toutes sortes de contenus, que ce soit du white paper, des études, des tribunes, etc. Donc voilà, c'est un collectif d'experts en fait, et on va voir un petit peu la différence entre B2B et B2C. Et puis, je voulais juste passer sur un autre slide. Alors, je vais vous montrer, voilà, la fine équipe. On n'est pas tout à fait au complet, il en manque 3 pour différentes raisons. Il y a beaucoup d'événements cette semaine. Donc, nous, voilà, on laissera le slide, comme ça, vous avez tous les comptes. Juste pour la faire rapide de la Brigade du Web, ça c'était les chiffres en fait de 2021. Malgré le confinement, on a fait une 50aine d'événements, beaucoup en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Ça va? Et vous voyez, tout confondu, ça nous fait quand même un peu plus de 540 000 engagements, ce qui n'est pas mal du tout. 223 000 followers au total. Donc voilà, et vous en avez toute une partie qui va venir aujourd'hui s'exprimer sur différentes choses, notamment les tendances et la manière dont on travaille avec les influenceurs. Voilà, ok ? Et puis, pour parler un petit peu de tout ça, au niveau du sommaire, on va le passer rapidement, vous faire un petit peu la différence entre B2B et B2C. Et puis, surtout, on va insister sur comment déployer une stratégie d'influence en B2B. Et pour ça, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un invité qui est Patrice Hilaire, qui est le directeur du hub postal au sein du groupe La Poste. Allez, Patrice, installe-toi. On va tout de suite commencer par la différence entre B2B et B2C, histoire que vous voyez un petit peu comment on se positionne, d'accord? Et pour ça, je vais appeler Émilie Marquois. Émilie, viens t'installer. Jonathan, Chan. Si vous êtes sur Twitter, vous devez les voir parce qu'ils tweetent beaucoup, ils font beaucoup de veille. Et je vais appeler aussi Jérôme Monange, notre spécialiste du luxe et du retail. Voilà. Je vais remettre juste le slide avec la fine équipe, si je peux. Voilà, comme ça vous les avez toujours. Alors on va commencer la différence entre B2B et B2C. On parle beaucoup en B2B, en B2C, vous le savez, ce sont toutes les Instagrammeuses, etc. Nous, on n'aime pas trop parler d'influenceurs ou d'influenceuses. En B2B, on parle plutôt d'experts. Et on va vous expliquer tout de suite la différence entre les deux. Alors, Émilie, est-ce que tu veux commencer et donner ton avis, s'il te plaît ? Merci Annie. Bonjour à tous. Alors moi, je pense que un des meilleurs moyens de différencier les influenceurs B2B des influenceurs B2C, j'utiliserai plusieurs mots-clés. Alors pour les influenceurs B2B, j'aurais tendance à utiliser de crédibilité et expertise, alors que pour les influenceurs B2C, on est plutôt dans la popularité et un peu de crédibilité et de la sincérité. Et par contre, il y a un point commun pour l'ensemble de ces influenceurs, qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est la notion d'authenticité qu'on va retrouver systématiquement, en tout cas qu'on va essayer de rechercher, et on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Juste pour les personnes qui sont debout, il reste des places devant, n'hésitez pas, vous serez bien installés, ça sera plus sympa. Ok. Jonathan, tu nous avais préparé un très joli slide, je vais le passer. Ah. Attends, 2 secondes. Tac, non, c'est pas ça. Tac, 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 tac. Voilà, c'est celui-là. Tu veux nous expliquer ton slide ? Déjà, un petit mot, vous pouvez donc tweeter ou partager les ressentis de la conférence avec le hashtag EMKATP 2022. Donc tout d'abord, oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà en B2B, le statut, c'est qu'on est tous un peu des professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une occupation. On ne fait pas de l'influence à temps plein. En fait, pour développer cette expertise, il faut que nous, on arrive, via nos expériences, à apprendre de notre vie professionnelle. Après, si j'ai 2 mots à dire sur la différence entre B2B et B2C, c'est que le B2B, c'est plutôt
un secteur très atomisé et avec du temps long. Atomisé parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup d'acteurs. Déjà parce qu'au niveau du stade d'achat, il y a déjà beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire qu'on prend un achat avec la direction générale et la direction d'achat. Donc ça fait qu'en fait, on va consulter un contenu aussi bien sur les réseaux sociaux au début pour la découverte. Après, on peut aller sur le site pour les intérêts et pour après peut-être un avis client, un avis de notre père pour la conversion. Donc du coup, il faudrait des influenceurs sur chacun des stades d'achat. Il y avait 2 mots que tu avais mis sur ton slide qui sont importants, c'est la confiance et l'expertise. Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. En fait, l'expertise, le travail de l'influenceur, c'est un travail long terme. En fait, pour développer cette expertise, il faut toujours continuellement apprendre. En fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment, au niveau de l'autorité d'expertise, qui est un peu dur à mesurer, c'est ne pas s'assujettir à une seule plateforme, par exemple comme Twitter et LinkedIn. C'est de voir comment votre audience consomme le contenu, c'est-à-dire qu'il peut consommer le contenu à travers la presse ou blog, et après activer l'influence B2B sur le sujet. Jérôme, tu veux ajouter quelque chose ? Alors, oui, je dirais qu'en fait, c'est un petit peu comme le cycle d'achat B2B et B2C. Si on met en rapport, en B2B, on est sur du temps long et en B2C, on est sur du temps court. Donc ça, c'est une des premières différences importantes. Je pense aussi que le B2C s'adresse effectivement à un grand public et donc, par conséquent, c'est plutôt du marketing de masse. Alors qu'au contraire, sur du B2B, on est vraiment sur du marketing ciblé. On s'adresse vraiment à une cible spécifique, sectorielle, en rapport avec la marque. Après, l'autre différence, à mon avis, qui semble importante, c'est que dans le B2C, on est très sur l'émotion, qui est très souvent portée par l'identification liée à la personnalité de l'influenceur. Alors que finalement, dans le B2B, on est vraiment sur l'expertise. Et d'ailleurs, un influenceur B2B ne devrait pas s'appeler influenceur B2B, il devrait s'appeler un Key Opinion Leaders, un call, parce que finalement, c'est son secteur d'activité sur lequel il est reconnu et il développe son expertise. Ok, Jérôme. Tu veux continuer encore ? Je vais juste un tout petit truc encore à dire. Allez, vas-y. Et donc, ça veut dire évidemment que la communauté de l'influenceur B2B est une communauté très souvent de professionnels ou de gens qui ont une cible ou un objectif commun avec celle de l'influenceur B2B. Et évidemment, elle n'est pas là pour s'amuser ou se sociabiliser. Elle est vraiment en lien avec l'intérêt et le sujet de l'influenceur. Merci, Jérôme. Patrice, je sens que tu avais réagi à ce que disait sur les calls. Peut-être tu veux réagir par rapport à ça. Est-ce que tu veux compléter par rapport au B2B et B2C ? Toi, Écoute, effectivement, le mot que vous avez tous dit, c'est l'expertise pour nous, parce que c'est ce qui est important. Et surtout, ce qui est intéressant aussi et difficile à faire passer au sein de nos entreprises, c'est la différence de volume. Forcément, un expert a forcément moins de volume de personnes qui le suivent. Et donc, c'est aussi important d'expliquer dans nos structures que c'est pas parce qu'une personne a beaucoup moins de followers que les éléments d'impact sont pas importants. Donc, c'est aussi des fois la difficulté qu'on a, c'est ça, c'est cette différence qu'on a avec des gros influenceurs. On vous dit, il a 1 million d'influenceurs et l'autre, il en a, je sais pas, 50 000 ou même voire beaucoup moins. Et donc, c'est intéressant d'expliquer et de vulgariser aussi en interne ces éléments de différence entre la partie B2C et B2B. Patrice, est-ce que d'après toi, c'est plus compliqué de travailler en B2B, avec des influenceurs en B2B qu'en B2C ? Alors, forcément, il y en a moins, donc ils sont experts, donc normalement la relation est plus simple, puisque vous savez que sur le plus B2C, on est vraiment maintenant dans tous les sens, dans tous les réseaux, tout le monde est influent, et même souvent, en fait, on s'aperçoit que les personnes avec qui vous travaillez en interne vont vous dire, tiens, mais moi je connais un influenceur, ou même nous, en interne, on a maintenant des influenceurs qui viennent nous voir, et donc c'est pas forcément dans la cible qu'on souhaite. Donc il y a une vraie, effectivement, difficulté sur la B2C. Sur le B2B, en fait, c'est quand même beaucoup d'experts qui sont reconnus, et c'est beaucoup plus simple pour nous de les identifier. Et donc, c'est pour nous, effectivement, plus simple de travailler avec ces influenceurs-là. Et surtout, c'est la quantité qui est beaucoup plus simple à trouver. Vrai, à gérer.
Émilie, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Patrice, en fait, il y a un point fondamental, enfin plutôt une difficulté, c'est que moi, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'identifier des influenceurs B2B que des influenceurs B2C. Et alors on en parlait tout à l'heure avec certains brigadous, c'est qu'aujourd'hui il existe énormément d'outils qui permettent d'identifier des influenceurs, et je ne suis pas persuadée qu'ils ont aujourd'hui la capacité, notamment d'identifier ce type d'influenceurs. Voilà, donc c'est vraiment cette difficulté, et j'insiste encore sur l'intérêt de la patte humaine pour identifier des influenceurs. C'est un petit peu chronophage, mais les résultats sont, à mon avis, plus intéressants. Plus intéressant. Jonathan, peut-être, sur la difficulté de travailler peut-être en B2B. Ouais. Alors, au début, on disait, oui, avec B2C, waouh, elle prend un selfie, elle sait que de la forme, elle fait beaucoup de likes. Bon, et donc, en fait, on a souvent critiqué, quand on est en B2B, on a souvent critiqué le B2C, mais en fait, pour moi, j'ai changé totalement mon point de vue. En fait, c'est juste totalement différent. Je dirais que le B2B et B2C ont chacun à apprendre d'entre eux. C'est-à-dire, du coup, par exemple, nous, en B2B, on va beaucoup lire des livres blancs, on va beaucoup travailler sur notre expertise, mais en B2C, on va apprendre du B2C sur la manière de... ils sont très bons, par exemple, pour faire du copywriting, pour créer des visuels, pour créer des vidéos. Donc, pour ma part, je dirais, le travail en B2B est juste différent, et en fait, et c'est plutôt complémentaire avec le B2C. Merci. Alors, là, je vais appeler Fabrice, parce que Fabrice, lui, il a quelque chose d'intéressant. Non, vous pouvez rester, hein, Jérôme, hein, tu sais. Bon, d'accord, ok. Bon, il s'en va. Au revoir, Jérôme, merci. Merci d'être venu, on est content. Fabrice, t'as dit, quand on a préparé pour cet atelier, tu m'as dit, l'influence B2B, selon moi, elle a plus d'avenir qu'en B2C. Alors, vas-y, argumente, je te lance. Ouais, alors c'est typiquement la punchline que tu sors et qu'il faut assumer après. Donc je vais essayer. Évidemment, je suis excessivement d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites ici. Et pourquoi finalement, il faut nuancer un tout petit peu, pourquoi le B2B a plus d'avenir que le B2C. Je vais juste partager avec vous, et vous allez vite comprendre. Si on regarde les prévisions de marché dans les 5 années à venir, le marché du B2B, il est 5 fois plus important en valeur que le marché du B2C. Mais surtout, la croissance du marché B2B est de 8 fois supérieure à celle du B2C. Je peux vous donner des chiffres. 2025, c'est 25 trillions de dollars. Alors ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 25 trillions de dollars. Et le marché B2C, c'est 7 trillions de dollars. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, bien sûr que les influenceurs B2C vont rester, il n'y a pas tellement de sujets là-dessus. En revanche, je pense que l'on va assister à l'éclosion de plus en plus d'influenceurs B2B. Pourquoi ? Parce que le marché est énorme, les besoins vont évoluer, on le voit bien déjà, même avec nous, on voit bien que les entreprises ont de plus en plus besoin de visibilité, ce qui n'était pas forcément un enjeu crucial auparavant. Donc il va y avoir à la fois de nouveaux types d'influenceurs B2B et de plus en plus, à mon avis, d'experts qui vont émerger. Et on avait écrit un livre blanc sur les experts B2B avec le CMIT, oui, et qui rejoignait beaucoup ce que disait, ce qui a été dit. En fait, les entreprises ont besoin de créateurs de contenu et de leaders d'opinion, je rejoins Jérôme, et de plus en plus, on aura besoin de plus en plus de contenu, de leaders d'opinion pour produire ce contenu et pour apporter de la visibilité. Et donc, si tu fais une corrélation à la fois entre l'évolution du marché B2B et les besoins de communication, de visibilité, de générer de la confiance, il y aura de plus en plus d'influenceurs B2C, B2B. C'est pas mal comme démonstration. Fabrice, comme d'habitude, tu es parfait. Non, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Merci. Tu as fini là, c'est bon ? Je peux dire plein d'autres choses, mais si tu veux, c'est bon. On en garde un petit peu pour tout à l'heure. Merci Annie. Merci Émilie, merci Jonathan, merci Fabrice. Ils reviendront après, mais comme on n'a pas beaucoup de place sur la scène, on essaie de s'organiser. Merci pour eux. On va passer à la deuxième question sur quelles sont les grandes tendances en matière d'influence B2B. Et pour ça, j'appelle Martine de Jossec. Installe-toi, Martine. Et Camille Jourdain. Ouais. Alors, TikTok, micro-contenu, podcast, Next. Camille, quelles sont selon toi les tendances qui vont continuer à s'imposer en 2022 ? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, la vidéo, forcément, est présente un peu partout sur les différentes plateformes social media. Elle peut être courte, longue, horizontale, verticale, live, enregistrée. Mais on
a tendance à en abuser un petit peu. Donc on va se diriger de plus en plus vers l'audio. L'audio, c'est pas nouveau. Vous connaissez forcément le format podcast. Aujourd'hui, de nombreuses marques se lancent sur le podcast. Et les réseaux sociaux aussi ont décidé de lancer leurs propres fonctionnalités dédiées à l'audio. Vous utilisez peut-être Spaces sur Twitter, les Rooms sur Facebook. Donc il est vraiment intéressant de se pencher sur le format audio. TikTok, puisque tu t'en as parlé, il y a des choses intéressantes qui se passent sur TikTok en B2B. On retrouve des thématiques abordées par des experts au format micro-vidéo. Donc on peut s'y intéresser. Ouais. Ça marche bien. Martine, est-ce que tu veux compléter, toi, les grandes tendances? Alors les grandes tendances, moi je vais plus parler peut-être du fond. Camille a parlé beaucoup de la forme finalement, les formats, la vidéo, le son. Moi je serais plus sur le fond, et d'ailleurs qui fait écho à beaucoup des conférences auxquelles j'ai pu assister sur le salon e-marketing. Donc j'ai 3 mots moi, qui me viennent vraiment en tête et qui sont vraiment émergents. Donc RSE, donc ça qui est un incontournable, on en parlait encore ce matin, je vois avec Cindy qui est là sur devant. Donc la RSE, 2, mais en plus ces 3 mots se nourrissent. Le deuxième mot, c'est le mot sens et mission, en fait, qui vont ensemble. Et le troisième mot, c'est l'humain. En fait, ils sont vraiment interconnectés, les 3. Donc, le premier mot, le sens, pourquoi? Parce que j'ai encore lu, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que ça fait vraiment écho, et c'est quelque chose qui a été renforcé avec la crise Covid, j'ai envie de dire. C'est, on ne vend plus, l'entreprise aujourd'hui, on ne lui demande plus de vendre des produits, on ne lui demande plus de vendre des services, on lui demande de vendre du sens. De savoir quel est son impact sur la société, sur l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'elle a un impact positif, est-ce qu'elle est utile et est-ce qu'elle sert à quelque chose. D'ailleurs, je pense que Patrice, tu ne vas pas me contredire, vu que La Poste est une entreprise à mission, donc c'est assez remarquable. Donc voilà, une entreprise doit avoir une mission. Donc cette notion de sens est importante. Deuxième mot, donc RSE. Là, c'est un peu la bataille des acronymes. C'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas toujours. On parle de RSE, de SG, de Bicorp, d'impact. Il y a plein de mots. Mais ça, c'est vraiment un incontournable. Je ne vais pas développer plus que ça, mais tout le monde a bien senti que c'était quelque chose de vraiment... C'est même pas une tendance, c'est vraiment un mouvement de fond et c'est quelque chose qui est déjà ancré. Et le troisième mot, c'est l'humain. Et ça, c'est pareil, c'est le salon e-marketing, mais aussi relations clients. Donc, c'est l'humain, c'est à la fois les clients, mais ne pas oublier les collaborateurs. C'est pareil, hein, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Je parlerai, par exemple, j'utiliserai l'expression symétrie des attentions. Donc ça, c'est important. Pourquoi tout ça, ces 3 mots sont importants? Parce qu'il faut donner, on parle d'influence B2B, il faut donner envie aussi aux experts d'avoir envie de travailler avec les entreprises. Donc, à partir du moment où elles sont sur ces sujets, ça va donner envie aussi aux influenceurs, parce que nous, en tant que personnes sollicitées, on a envie de travailler avec des entreprises qui partagent nos valeurs, qui font écho à ce qu'on pense au plus profond de nous. En fait, on n'est pas juste des panneaux publicitaires, j'ai envie de dire. On a vraiment des choses aussi à échanger et à partager, tout à fait. Ouais. Et puis les entreprises, il y a aussi donc de plus en plus d'obligations réglementaires. Donc c'est pas juste des mots comme ça, il faut, il y a qu'à, faucon. Non, en fait, c'est des choses très concrètes. Je pense à l'index de l'égalité, par exemple, mais tout un tas d'autres choses. Et puis il y a aussi le fait que comme ça va devenir, c'est quasi obligatoire. Quand on est une entreprise en B2B, on travaille avec d'autres entreprises, on a envie aussi que nos partenaires nous fassent grandir et de faire grandir nos partenaires. Donc ça va devenir, je dirais, quasi obligatoire de choisir ses partenaires en fonction de la manière dont ils s'impliquent sur ces sujets. Enfin voilà, à mon sens. Patrice, tu veux peut-être compléter ? Alors, de toute manière, le travail des influenceurs d'une manière globale pour une marque, c'est effectivement sur du long terme, sauf quand on veut vraiment travailler sur du média. Hein, donc effectivement, des fois, une phase, quand on lance un travail avec des influenceurs, on considère par exemple les très grosses influenceurs, on va dire qu'on s'en sert en tant que média. Maintenant, après, souvent derrière, on a une autre phase avec d'influenceurs beaucoup plus en travail de proximité. Et donc là, c'est forcément un travail de fond, comme tu le disais, parce que derrière, il y a une explication de la marque, une compréhension de la marque qu'on doit avoir avec Saint-Tulien-en-Fleur. Et l'idée, c'est pas de dire, tiens, tu fais ce tweet-là et tu le balances pour nous. C'est quand même que chacun puisse ingurgiter les éléments de la marque pour qu'après, il puisse le retranscrire à sa communauté pour que ça soit légitime en termes de discussion. Donc ça, c'est une manière à travail. Maintenant, par rapport à ce que tu parlais aussi tout à l'heure de TikTok, effectivement, pour toutes les marques, il y a une grosse évolution de la perception de TikTok. On était vraiment, il y a quelques années, sur des choses très ludiques. Et là, on s'aperçoit vraiment maintenant qu'il y a eu un basculement très fort de cette plateforme sur des éléments de tuto, d'influence. Et effectivement, nous, on est parti aussi sur du travail avec pour les petits pros, par exemple, avec
des personnes qui sont spécialisées dans le e-commerce, par exemple, pour justement mettre en avant cette plateforme-là, la manière très simplement d'envoyer ses colis ou de réceptionner les colis. Donc, sur des tutos très simples. Donc, finalement, on est obligé, nous, en tant que marque, de suivre aussi l'usage que vous avez de ces plateformes, parce qu'il y a 2 ans, quand on me demandait allez-vous sur TikTok, je disais non, en fait, parce que la danse, alors, éventuellement dans une campagne de marque, mais globalement, au quotidien, non. Alors que maintenant, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est obligé d'y être par rapport à cette évolution de l'usage de cet outil. Merci Patrice. Vous restez là. On va parler des plateformes qui sont privilégiées en B2B. On travaille, nous, en général, sur Twitter et sur LinkedIn. Ça fait entre 600 et 700 millions d'utilisateurs. Martine, Camille, je ne sais pas qui veut commencer. Ces 2 plateformes restent le terrain privilégié, le terrain de jeu privilégié en B2B. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que c'est un fait, c'est un constat. On ne va pas le développer, mais pourquoi ? Je pense que déjà, LinkedIn, si on devait faire un sondage ici, tiens, qui est-ce qui a un compte LinkedIn, un profil LinkedIn ? C'est voilà, tous les professionnels. Il y a eu en plus une vraie montée en puissance pendant le confinement parce que finalement on était en télétravail à la maison, donc finalement on sait aussi, beaucoup de personnes ont découvert LinkedIn à ce moment-là. Donc forcément, je dirais de façon très naturelle, LinkedIn, c'est la plateforme B2B. Ça a d'ailleurs aussi ses inconvénients parce que quelque part on peut reprocher aussi à LinkedIn d'être un peu lisse en termes de contenu. Parce que pourquoi ? On est avec sa casquette de pro, donc on ne va pas dire n'importe quoi, on ne va pas lancer des polémiques, parce qu'on est là en tant que professionnel. Tous nos collègues peuvent voir ce qu'on fait. Et puis il y a aussi donc la page de notre marque. Enfin voilà, donc ça a aussi ses avantages comme inconvénients. Twitter, c'est plus parce que c'est le média du temps réel. Pour Twitter, d'accord ? Oui, moi sur Twitter, pour moi c'est une plateforme conversationnelle par excellence, avec beaucoup d'échanges. Et ce que j'aime beaucoup sur Twitter, c'est cette capacité à évoluer, à proposer des nouvelles fonctionnalités régulièrement, à répondre aux attentes des utilisateurs. Donc ils se remettent régulièrement en question et je pense que ça plaît beaucoup aux professionnels. Conversationnel et aussi de veille, en fait, quand on ne peut pas voir, par exemple, pour un événement, regarde là, on a couvert e-marketing, qu'on soit en ligne, etc. On a toutes les punchlines, les temps forts, etc. C'est quand même super intéressant d'être sur Twitter aussi, quand on est à distance pour suivre un événement. Oui, effectivement, avec les hashtags. Jonathan, je ne sais pas si tu es au piqué, mais ça serait bien que tu viennes dire un mot sur LinkedIn, parce que Jonathan, si vous le suivez sur LinkedIn, il fait des super infographies, des super carousels. Là, il n'a pas préparé, je le prends comme ça, parce que voilà, il me faisait de la peine là-bas, assis par terre. Donc voilà, voilà. Tu n'es plus au piqué. Et j'aimerais avoir quand même ton sentiment sur LinkedIn, parce que tu t'investis beaucoup sur cette plateforme. Disons que contrairement à Twitter, en fait, il faut beaucoup plus réfléchir, mais en fait c'est là où LinkedIn, c'est là où il y a beaucoup de tendances. On a eu il y a 2 ans, personne n'aurait entendu parler par exemple des carousels ou personne n'aurait entendu parler des entrepreneurs qui font du copabratin. Et franchement, ça peut être certes un peu agaçant, mais c'est aussi rafraîchissant. Et donc en fait LinkedIn, ce qui a fait changer LinkedIn, c'est toute la narration qu'on va raconter derrière un contenu. Et puis derrière, comment après on va converser avec l'audience qui réagit avec un contenu de forte qualité. Donc en fait, LinkedIn, ça commence à devenir un mix entre le blog et un réseau social qui a un peu une temporalité plus courte comme Twitter. Oui. Juste une question piège qu'on n'avait pas préparée. On parle beaucoup qu'on perd de plus en plus du reach sur Twitter. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? L'algorithme a changé ? Comment on peut réparer ça ? Est-ce que vous avez des conseils ? En fait, ce qu'on peut juste dire, c'est que finalement, on perd du reach, mais tout le monde en même temps. Donc à la limite, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, sauf qu'on est décalé avec des centaines, voire des milliers, de centaines de milliers de mois. Donc on fait moins d'impressions. Après, est-ce qu'on fait moins d'engagement ? Ça, je ne suis pas sûre. L'engagement reste le même. On fait moins d'impressions, mais c'est vrai que des fois, moi, je regardais certains tweets où je voyais je ne sais pas combien d'impressions. Je ne comprenais pas trop. Je dirais qu'ils sont peut-être plus proches de la vérité et de la réalité maintenant, avec la nouvelle façon de calculer qu'avant. Comment on peut y faire ? Simplement la qualité de contenu. On est d'accord. Voilà, exactement. Et je crois que c'est le seul mot qu'il faut retenir, qualité de contenu. Patrice ? Alors je suis plus large, c'est une problématique qu'on a en tant qu'entreprise aussi, c'est cette capacité à analyser sur des réseaux qui sont autres que Twitter l'impact de nos communications. Si là tu prends l'exemple de LinkedIn par exemple, typiquement quand on fait une OP avec LinkedIn, alors soit en interne, soit avec des influenceurs, en dehors de demander à chaque
influenceur nous donner de l'impression et tout ce qu'il a fait, vous n'avez aucun moyen en tant que marque de vérifier ces éléments-là ou de calculer tout simplement avec un système de hashtag ce point-là. Donc il y a un vrai déficit en tout cas sur ce support-là pour nous en tant que marque d'étudier et la capacité d'impression de ce qu'on fait. Donc là pour moi c'est une vraie difficulté d'analyser. Et puis en tout cas pour nous, parce qu'on est 250 000, la difficulté aussi c'est de faire comprendre qu'il y a LinkedIn, il y a aussi un Yammer, et donc il y a aussi une différence de communication entre les deux, et que le LinkedIn ne doit pas venir le Yammer de l'entreprise. Et donc c'est aussi à un moment donné, il y a un gros travail de communication d'employé advocacy et de travail auprès des salariés sur la compréhension des différences de communication externe et de communication interne de Yammer, qui est, en tout cas pour nous, pour Yammer, qui est là aussi pour un certain nombre de communication interne et qui ne doit pas se retrouver sur LinkedIn pour que tout le monde le voit, quoi. Merci Patrice. Merci Martine, merci Camille, merci Jonathan. Ok, on va passer à la troisième partie qui est le cœur du sujet, comment on travaille en B2B en entreprise. Et là, je vais appeler Delphine aussi. Delphine Fauvio, voilà, prend place. Alors Patrice, tu es le directeur du Hub Digital à la Poste. Rapidement, c'est quoi? Tu fais quoi? Alors tu me prends un peu dépourvu, mais en fait, voilà, c'est une structure qui a été créée au sein de la DIRCOM Group, dont j'ai la responsabilité, qui a 3 grandes missions. La première, c'est effectivement travailler sur le site Corp que vous connaissez certainement, en tout cas j'espère, et qui permet justement de travailler sur cette communication externe. Il y a toute la partie réseaux sociaux, en fait, donc l'animation des réseaux sociaux de l'entreprise, et il y a une autre partie qui est toute la partie accompagnement des projets de transformation digitale au sein de la direction de la communication groupe, avec toute la partie employé advocacy, pardon. Donc c'est une structure qui est assez récente et qui a été effectivement une volonté de la nouvelle DIRCOM, Marie-Aude Dubanchet. Ouais. Et justement, en parlant de tout ce qui est social media, comment ça se passe à la Poste? Est-ce que tu dois évangéliser encore et encore? Alors en fait, pas forcément aujourd'hui, puisque je suis là depuis, je suis un historique, je suis un peu vieux dans l'entreprise. Voilà. Donc depuis 2010, en fait, j'ai commencé en tant que community manager et j'ai fait évoluer, on va dire, la fonction. Donc il n'y a pas de problème de légitimité au sein de l'entreprise par rapport à d'autres structures. Après, aujourd'hui, c'est plutôt comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie difficulté, c'est que maintenant, à l'inverse, on se retrouve à avoir des initiatives un peu de partout. Et donc la gouvernance qu'on pose depuis assez longtemps nous permet justement d'essayer de concentrer cette communication, parce que sinon on se retrouve avec 250 comptes. La Poste a beaucoup de produits, donc chaque marque veut avoir des comptes liés par exemple avec ses produits. Il y a aussi des marques elles-mêmes qui veulent communiquer. Et donc derrière, notre difficulté, c'est de dire le client, lui, il sait que c'est la Poste, et donc derrière, il doit avoir un minimum de connaissances sur où il doit pouvoir échanger. Donc par exemple, typiquement sur la relation client, qui est un axe fort depuis 2010 sur les médias sociaux pour la Poste, on a un point d'entrée qui est Lisa La Poste, qui a la capacité de vous répondre sur l'ensemble à peu près des comptes et des produits de l'entreprise. Après, des fois, vous pouvez aller voir Chronopost si vous voulez, mais en tout cas, ces comptes-là, ils sont référents. Donc ça, c'est un point important pour nous, c'est vraiment que le client, il doit trouver très simplement les réponses à ses inquiétudes. Et en interne, c'est plutôt aujourd'hui l'inverse, c'est gouverner les prises de parole. D'accord, ok. Donc tu ne rencontres pas de difficultés pour prendre des influenceurs. Non, voilà. Et tu les choisis comment, les influenceurs, que ce soit en B2C ou en B2B? Comment tu... Alors il y a plusieurs manières de fonctionner. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il y a en gros des influenceurs presque pour chaque réseau, sur chaque sujet. Donc nous, en fait, on a pour la partie B2C, on a une plateforme qu'on utilise, donc qui référence un certain nombre d'influenceurs et qui nous permet de faire un premier travail, on va dire c'est presque un chalut si vous pouvez simplifier, qui va nous donner un peu quels sont les influenceurs avec qui on pourrait travailler. Et après, comme on le disait tout à l'heure, il faut effectivement le travailler à la main. Donc c'est pour ça que ça, par contre, c'est très très demandeur de temps dans une équipe comme la mienne, parce qu'il faut voir donc si la personne correspond à ce qu'on souhaite. Il faut voir aussi si elle est par rapport à la marque, elle est en adéquation avec la marque. Est-ce que par exemple elle n'a pas fait un article il y a quelques années sur ses problèmes de relation avec la Poste? Voilà, il y a des choses comme ça qu'on doit voir avant de pouvoir lancer la relation avec elle. Donc c'est souvent la manière dont on procède, c'est on passe par cet outil et ensuite après on analyse d'une manière humaine. Alors, sur les médias sociaux, tout s'achète. Les followers, les commentaires, les likes, etc. Avec cet essor du marketing d'influence, il y a de nombreux faux influenceurs qui voient le jour. Alors, Delphine, est-ce une pratique courante en B2B? Comme en B2C, j'ai envie de dire. Pas tout à fait, quand même. Hein? Si, c'est une pratique. Oui, mais... Oui. En B2B, il y a aussi des gens qui achètent, des influenceurs qui achètent des likes, des followers aussi. Il y a pas mal de pratiques qui existent qu'on dénonce,
moi, je me bats un peu contre ça. On le voit beaucoup sur Twitter notamment, par exemple tout ce qui est mass following. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui va venir suivre, qui rame tout de suite. qui suit plein de comptes en attendant qu'ils les suivent en retour, et puis après il se désabonne et il grimpe comme ça au fur et à mesure. En fait, c'est des techniques un peu de gross marketing. Je me bats aussi contre le gross marketing. Je suis désolée s'il y en a dans la salle, mais donc il y en a pas mal qui utilisent ces pratiques-là. Il y en a aussi, notamment sur Twitter, qui utilisent ce qu'on appelle, nous, les blocs de mention. Oui. En fait, ce sont des contenus qui sont assez creux pour les marques. Il n'y a pas vraiment d'informations à valeur ajoutée dedans. Mais par contre, il y a 3 lignes de comptes mentionnés dedans. Et bien entendu, ce sont des comptes avec beaucoup d'abonnés. Donc en fait, c'est juste pour générer de l'impression. Donc en fait, c'est facile de détecter des influenceurs pas forcément fake, mais qui jouent plus sur les vanity metrics, finalement, sur ces réseaux-là. Et donc, oui, ça demande aussi un gros travail pour les repérer, parce que on est obligé de les suivre, de voir comment ils interagissent, quels sont les types de contenus qu'ils créent. Est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée pour la marque? Est-ce que ce sont des contenus creux? Voilà, donc oui, enfin... Tu as parlé de Twitter, peut-être Patrice, tu voudrais rajouter peut-être des dérives sur LinkedIn? On en avait parlé au téléphone. Oui, alors sur LinkedIn, typiquement, je sais que chez nous, c'est vraiment le réseau social qui a monté ces dernières années du fait du nombre de personnes. Et en fait, il y a déjà une notion d'algorithme que j'explique toujours, parce que si tous les postiers se like entre eux, à la fin, on voit que du postier dans sa timeline, en fait. Donc, l'algo est fait comme ça. Donc, ce qui fait que si vous ne faites pas attention dans vos systèmes de like, vous retrouvez que les collègues vous disent c'est génial, l'OP elle fonctionne bien, mais seulement quand vous regardez, vous posez des questions à l'externe et on vous dit non, j'ai jamais vu ce truc-là, quoi. Donc, il faut faire attention à cette notion d'entre-soi, on va dire, dans des grandes marques. Et puis ensuite, il existe aussi des outils. Donc moi, typiquement, j'ai expliqué à des gens qui étaient toujours dire, mais moi, ça marche super bien. Des outils gratuits qui existent aujourd'hui qui permettent de vous dire, tiens, avec cet outil-là, je vais avoir 80 ou 100 likes. Et donc, c'est des comptes sur des pods, en fait, et qui viennent liker automatiquement ce que vous faites. Et donc, c'est important aussi d'expliquer aux gens de l'interne, en fait, cette notion-là, parce que souvent, ils imaginent en disant, tiens, si celui-là, il est super influent, il a 250 likes à chaque fois. En fait, quand vous leur expliquez tout simplement une mécanique comme ça, donc je l'ai fait moi typiquement sur 2 posts que j'ai fait récemment, alors vous en voyez la différence entre sans l'outil et avec l'outil, là ils se disent effectivement qu'il faut faire assez attention dans cette analyse qu'on a très quantitative sur LinkedIn notamment. Donc maintenant c'est sur les réseaux sociaux dans la globalité, pas uniquement sur Twitter qui était le cas avant. On va préciser aussi sur l'authenticité des influenceurs. Alors, un point important, c'est pas le nombre de followers, notamment en B2B, qui est important. C'est pas la taille qui compte. On est d'accord, on est bien d'accord. Alors justement, Delphine et Patrice, comment alors évaluer l'authenticité d'un influenceur ? L'authenticité, c'est toujours difficile. Moi, ce que je disais d'ailleurs, je regarde déjà la capacité qu'il a à produire du contenu intéressant et pas uniquement des liens sans aucune interaction. Donc, c'est déjà la difficulté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que forcément, il y a de l'humain derrière et donc il faut aller voir. Donc, moi, j'interviens vraiment à la fin quand on a sélectionné les 2-3 influenceurs avec qui on travaillait. Mais derrière, en fait, souvent, c'est ça. En fait, il faut voir ces interactions. Effectivement, comme tu le disais, Delphine, qui mettent pas 28 personnes en copie à chaque fois qu'il fait un message, parce que derrière, forcément, derrière ces 28 personnes, elles vont mettre, ou il identifie sur Twitter 15 personnes, enfin 9 personnes puisqu'on peut pas aller plus loin, mais globalement, il fait pas un tweet en dessous avec 15 personnes donc c'est aussi ça, la manière dont il utilise l'outil qui permet aussi de se dire, est-ce que ça reste comme un influenceur quantitativement, hein, je le conçois, mais se dire, est-ce qu'effectivement derrière, comme je disais, est-ce que les gens vraiment vont voir son message ou s'intéresser à son message? Delphine, tu veux rajouter quelque chose sur l'authenticité, sur la valeur ajoutée du contenu, surtout peut-être en tant que créatrice de contenu, forcément, l'authenticité joue un grand rôle. Moi, personnellement, je suis très sensible à tout ce qui est RSE, environnement, impact, etc., parce que ça fait partie de mon métier au quotidien. Je ne me verrais pas travailler pour une marque qui n'est pas non plus qui n'est pas en adéquation avec mes valeurs, mais clairement. De manière générale, même la brigade, oui, à la brigade, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas prêt à. L'authenticité se juge aussi si d'un seul coup on ne va pas dans nos posts dire l'inverse de ce qu'on prône au quotidien, simplement parce que on a eu un partenariat qui peut être rémunéré avec une marque.
Voilà. Et donc l'authenticité d'un influenceur se juge aussi par ça. Il faut que la ligne de ce qu'il poste soit tout le temps en adéquation avec ses pensées, avec ses valeurs, et qu'on n'ait pas trop de Tout à fait. Si je récapitule depuis le début, donc en B2B, il y avait 2 mots qui étaient importants. C'est l'expertise. Pourquoi tu rigoles? Bon, c'est pas grave. Tout le monde a compris ce que je voulais dire. Mais... Donc l'expertise, l'authenticité, la confiance. Sur le fait aussi que pour choisir les influenceurs, il ne faut pas les choisir en fonction de son nombre de followers. Il faut les choisir aussi en fonction de ses interactions, de la manière dont il crée du contenu avec de la valeur ajoutée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? C'est bon? La confiance, oui, c'est tout à fait... C'est important. C'est très, très important. La confiance entre la marque et l'entreprise et l'influenceur, c'est hyper important. C'est hyper important. Ok, merci Delphine. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est comment on mesure tout ça. Et là, on a notre spécialiste, Jonathan, qui est toujours caché, qui sort de son trou, de sa tanière. Alors, comment mesurer le ROI du marketing d'influence? Alors, on a le reach, les mentions, les taux d'engagement. Jonathan, d'après toi, quels KPIs il faut choisir pour faire d'une campagne d'influence un succès? Disons déjà, le gros piège, comme vous l'avez bien résumé, c'est de s'assujetter à un seul KPI. Si vous s'assujettez, par exemple, seulement au nombre d'engagement, ça se manipule très bien. On peut très bien acheter un nombre de likes suffisant. Surtout qu'en B2B, la quantité est très faible. Donc, du coup, on peut aller dans un delta suffisant. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous déterminez les KPI en fonction de vos objectifs. Si vous faites de la notoriété, naturellement, vous allez voir le nombre d'impressions, le nombre d'abonnés qui gagnent. Si vous faites par exemple la conversion, forcément, c'est les clics ou c'est les leads que vous allez rapporter. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, le souci, c'est que, sur cette slide, le souci, c'est qu'en fait, parfois en B2B, il peut y avoir des personnes qui font 500 likes, mais le message est très, très faible. Donc, il faut mieux faire parfois 1000 impressions, mais que ton message change la vision de la cible en question, que faire 100 000 impressions, mais que ton message sera vite zappé. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'intégrer un coefficient ou un bonus sur le qualifiable. Donc, le qualifiable, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, la pertinence, la créativité du créateur de contenu, la qualité d'audience ou l'authenticité. Et à partir de là, vous pouvez déterminer de manière un peu plus complète la mesure de la campagne d'influence B2B. Mais je tiens juste à un mot. Je tiens juste à dire aussi que c'est quand même encore très difficile à traquer. Vous savez, en B2B, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, il se peut, vous passez le message sur LinkedIn, il y a le message qui est passé, quelqu'un va taper après sur le search, va taper le site, la solution en question, et du coup, le lien du tracking est perdu. Donc, Donc, en fait, acceptez aussi que le tracking que vous faites n'est pas parfait. Mais ce que je peux vous conseiller, dans ce cas-là, c'est faire du uplift. C'est-à-dire, vous réalisez la campagne, vous analysez les performances avant campagne, et vous analysez le trafic que vous avez généré après campagne sans voir le lien tracking. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Ça, pour l'instant, on n'a que ça pour dire que si la campagne d'influence peut aussi très bien marcher ou pas. Je vais appeler Camille. Camille, sur les KPI, je suis sûre que tu as des choses à dire, ainsi qu'Émilie. Delphine, est-ce que tu veux revenir pour parler des KPIs aussi? Non? Si? Oui? Allez, Émilie, c'est pas préparé, j'aime bien les... Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Est-ce que Delphine, tu es d'accord avec Jonathan? Camille, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les KPIs, ce qui vous semble important? Je pense que les KPI... il faut bien comprendre ceux qui sont les plus importants et donner plus de valeur à certains en fonction des objectifs. Donc je rejoins ce que disait Jonathan. Comme par exemple qu'est-ce qui est important? L'engagement. En fonction des campagnes, non mais ça dépend aussi en fonction des campagnes. Si c'est par exemple comme nous on a pu le faire, des campagnes avec des marques, des entreprises pour pouvoir avoir des inscrits à un webinaire,
Oui, finalement, ce ce qui qu'on fait. compte, c'est le nombre de clics sur le lien et le nombre d'inscrits derrière. Absolument. C'est pas le nombre Comme les d'impressions. téléchargements de On White s'en Paper, fiche les du choses nombre comme ça, d'impressions. bien sûr. En fait, tout dépend des objectifs à fait. des campagnes. Mais c'est vrai que l'engagement, C'est ce qu'a dit Jonathan, il a bien résumé. Ouais. Déterminez Ouais. vos objectifs, vous aurez les KPI qui sont associés, mais après, peut-être rajouter, c'est le côté quali versus quanti, où on a tendance souvent à choisir le côté quantitatif au lieu du qualitatif de manière générale. Après, je pense que Delphine a bien résumé les choses. Un influenceur B2B, en tout cas, est un créateur de conversation et n'est pas un créateur de vanity metrics. De contenu et de conversation. Enfin, les conversations, en retour aux sources, puisque le Web 2, c'est les interactions et l'échange, et on a perdu ça un peu de vue au fil des années. C'est vrai. Dans réseau social, il y a social, faut pas oublier. Tout à fait. Patrice, tu veux rajouter quelque chose sur les KPI? Non, j'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est effectivement, alors c'est très bien quand c'est Twitter, c'est simple, et donc pour les autres, voilà, c'est la complexité des éléments qu'on a aujourd'hui, sachant qu'après que les outils aujourd'hui qui nous permettent d'étudier, faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de discussions qui ne sont pas visibles, si vous êtes sur Facebook par exemple entre vous, sur WhatsApp, enfin, ou sur Snapchat par exemple, typiquement, nous, il y a des choses on sait qu'on passe à côté et on ne voit qu'à partir du moment où les éléments sont discutés en public sur Twitter. Donc il y a une vraie difficulté d'avoir l'exhaustivité des discussions en ligne autour soit d'une campagne, soit autour d'une marque. Et donc ça, c'est effectivement des points difficiles par rapport à ces éléments-là. Merci. C'est juste une minute. En fait, je veux juste te dire qu'il faut rajouter aussi l'UGC. En fait, c'est assez important l'UGC. En fait, il y a environ 75% de nos contenus partagés en fait qu'on ne peut pas traquer. Je prends l'exemple, on avait fait une campagne pour partager une infographie sur les tendances social media. Et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées à télécharger l'infographie et après le reposter en elles-mêmes. Cette chose, en fait, je ne peux pas la traquer. Et donc, moi, j'avais estimé... Tu n'as pas les droits d'auteur, en fait. C'est ça qu'elle est... Oui, à peu près, on va dire ça. Et du coup, on ne sait pas si cette infographie a généré des leads via notre lien tracking. C'est pour ça qu'on parle de temps long aussi, en influence B2B. C'est parce que, dans le cadre des infographies, justement, il y a beaucoup d'engagements générés dessus derrière et qui ne sont pas forcément visibles au moment où la marque nous demande les KPI, par exemple. Juste peut-être un dernier mot, puisqu'on parlait de tracking et de conversation. C'est vrai qu'il y a un point que j'ai évoqué la semaine dernière sur une autre conférence, c'est la capacité à traquer des conversations audio, puisque maintenant on a de nombreuses fonctionnalités qui existent, comme Spaces, on a Clubhouse, et donc aujourd'hui, la partie conversationnelle, comme l'évoquait Patrice, c'est très compliqué. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Restez assis, ne bougez pas. Je vais appeler Martine et Fabrice pour les prochains challenges. Oui, je sais, tu n'as pas préparé, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Tiens, Martine, Fabrice, il va être galant, il va rester debout parce que je n'ai pas d'autres fauteuils. Donc voilà. Tu veux bien Non, mais attends. Je vais poser la question déjà. Fabrice, tu peux t'asseoir comme Jonathan par là. Non, c'est juste sur la partie l'influence B2B, les prochains défis à relever. On a quand même quelques-uns sur l'éthique, sur Metaverse quand même, qui arrive quand même, mine de rien, même si, je ne sais pas vous, mais moi ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon voilà, on va y passer tous quand même. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là, à tous, sur l'influence à l'heure des NFT, du Metaverse. Est-ce que toi, Patrice, tu as l'impression... Non, tu restes là, Fabrice. Tu restes là. Est-ce que tu crois que ça va rabattre les cartes, tout ça? Ce que je disais, nous, on s'adapte à vous, en fait. Donc, ça dépendra de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tendance de dire aujourd'hui, voilà, les métaverses. Maintenant, on va voir. On ne va pas faire comme d'autres marques, acheter des millions d'euros à un endroit, mais en tout cas, on étudie comme toutes les marques l'usage que vous en faites, et c'est en fonction de cet usage que l'on dira. Si par exemple on prend Instagram il y a quelques années, en fait, nous on avait dit à Instagram, il y a un gros problème, c'est que nos clients viennent sur Instagram nous poser des questions et la relation client, elle n'est pas présente en fait. Et donc finalement, derrière, il y a aussi des fois les réseaux, vous en apercevez pas, mais qui ne permettent pas en fait à des marques de pouvoir discuter avec vous d'une manière correcte, en tout cas de répondre sur la partie relation client. Alors je pense que pour le métavers, ce sera pareil. C'est-à-dire que derrière, en fonction de votre usage, vous allez certainement au bout d'un moment dire, tiens, enfin, je veux poser des questions à la marque, ou en tout cas de faire des éléments d'interrogation sur des produits et services. Et en fait, nous, en tant que marque, en gros, vous voyez, aujourd'hui, on est obligé de donner un iPhone, enfin, ou un téléphone, on va dire, au service de relation client avec un numéro spécifique qui va pouvoir vous répondre. Donc, c'est pas toujours très simple en termes d'organisation pour des grandes marques telles que les nôtres. Est-ce que quelqu'un veut parler ou s'exprimer sur les prochains défis à relever dans l'influence et dans l'influence B2B?
Grand silence, vous voyez, ils n'ont pas préparé. Ouais. Donc, Non, je laisse la parole à Émilie. Ouais, juste parce qu'après, tu pourras. Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Patrice. De manière générale, en fait, c'est vrai que c'est important d'anticiper, d'être pionnier. Mais j'ai envie de dire, on a déjà tellement de choses à faire aujourd'hui avec les outils existants. Le métavers, ça va, quoi. Déjà, faites correctement ce qui existe. Et puis le métavers, bon, après, si tout le monde y va, c'est des bulles, tout le monde en parle. Et puis, si ça se trouve, ça va s'essouffler. Hein. Clubhouse, on en a beaucoup parlé. Et puis finalement. oui, voilà. ça s'est essoufflé. Le soufflet Voilà, est retombé. c'était un petit coup de gueule. Le soufflet est retombé. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Non, on va pas sur le métavers, mais sur les défis à relever, je pense que le principal défi à relever, ça va justement de ne pas sombrer peut-être dans les travers obscurs du B2C, de l'influence B2C. Ah oui, oui. Parce qu'on voit bien qu'il y a une convergence, quand Patrice tout à l'heure disait que le LinkedIn ne doit pas devenir le Yammer de l'entreprise. On voit bien, enfin, tous sur LinkedIn, les posts pseudo-inspirationnels qui racontent leur life, etc. Là, on voit bien que c'est déjà une première étape vers un glissement un peu B2C, parce que dans le B2C, on voit bien que pour capter l'attention, il faut de plus en plus aller dans l'outrance, quelle qu'elle soit, dans l'hyperbole, en permanence. Le B2B, on n'en est pas encore là, mais au regard de la croissance du marché, dont je parlais tout à l'heure, on va forcément à un instant donné voir émerger de nouvelles générations peut-être d'influenceurs, d'experts, de leaders d'opinion, qui pourront être tentés, peut-être, de sombrer un peu dans la trachitude de l'influence. Il y en a déjà. Alors Fabrice, il a toujours des termes. On se dit, mais d'où ça sort? Vite le dictionnaire. Non, ça va. Merci. Merci Fabrice. Reste avec nous. Est-ce que Jérôme, toi tu veux ajouter quelque chose? Toi tu t'occupes beaucoup, tu es expert dans le luxe, dans le retail. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Sur l'authenticité ou sur le métaverse? Comme tu veux. Parce que d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, l'authenticité et le métaverse. Bon, le métaverse, on peut en parler, parce que demain, effectivement, on pourra se poser la question de savoir s'il y aura des influenceurs dans le métaverse, et on pourra même aller jusqu'à se poser la question si les influenceurs dans le métaverse seront des influenceurs virtuels ou des influenceurs humains. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, Jérôme? On va faire un scoop. Notre prochain podcast, ça sera sur ce sujet-là avec un bel influenceur qui s'appelle Fred Cavazza. Et le sujet, ça sera l'influence dans le métaverse au mois d'avril. Ne vous inquiétez pas, vous le verrez sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Merci. OK. On reste tous ensemble. Et puis, un dernier point. On arrive presque à la fin de cette session. On a parlé de confiance, d'expertise. Mais oui, je sais, ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, Christine. On a parlé de métaverse, etc. Mais pour nous, il y a un sujet aussi qui nous tient beaucoup à cœur, vous l'avez compris. Nous choisissons aussi les partenariats avec qui nous travaillons. Et pour donner du sens à ce que l'on fait, alors, moi, j'ai envie de vous dire, je vais peut-être vous choquer. On est sur le salon e-marketing. Le marketing, c'est de la communication. Moi, je trouve parfois que c'est un peu superficiel et qu'on a besoin de donner du sens à ce que l'on fait. Et pour donner du sens à ce que l'on fait, là, je vais appeler Christine Soto, qui s'occupe au sein de la brigade, elle a été intégrée il n'y a pas si longtemps que ça, des ONG et des associations, parce que tous les brigadous, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, tous les brigadous, nous œuvrons aussi pour des grosses associations. Et puis, Christine, peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Alors déjà, l'influence solidaire, autant vous dire que c'est du care, c'est tout ce que j'aime. En tout cas, je suis ravie. Je ne parle pas assez fort. Le micro sur les lèvres. Tout ce que j'aime, puisque je fais partie de plusieurs associations. Et là, vraiment, je suis ravie. Merci Annie de m'avoir intégrée dans la brigade. Alors, pour la brigade, c'est donner du sens aux actions. Ça, c'est indéniable. Je vais vous parler de deux associations qui nous tiennent à cœur et avec qui nous faisons déjà beaucoup de choses. Déjà, Diversity Days. Est-ce que vous connaissez Diversity Days? C'est l'inclusion et la diversité au sein des entreprises. Hein. Voilà, donc leur baseline, c'est le numérique accélérateur de diversité. On est très, très dans la diversité. Donc l'absence dans les métiers du numérique et de la tech, surtout sur la représentation des femmes, des personnes originaires des quartiers populaires et des zones rurales, le handicap, donc vous voyez la diversité assez large, et des personnes discriminées ou sous-représentées comme tout ce qui touche l'âge, l'orientation sexuelle, etc.
un homme absolument extraordinaire qui est cofondateur de cette association, s'appelle Anthony Babkin. Anthony Babkin. C'est moi qui commence à partir ailleurs. Ok. Et donc la deuxième association qui... La deuxième association. Et oui, et Mounira. Et Mounira, cofondateur. Oui, absolument. Un des deux. Et Emmaüs Connect est la deuxième association dont je voulais vous parler. Alors Emmaüs, vous connaissez tous, évidemment. Emmaüs Connect, c'est faire du numérique une chance pour tous. Et là, on va très très loin dans ce qu'on appellera le caritatif, puisque là, c'est tout faire pour faire reculer l'exclusion numérique et sociale. On en parle beaucoup ces derniers temps. Il est clair qu'il y a une certaine tranche de personnes, je ne sais pas comment on va dire ça, mais plutôt une certaine... pardon ? Tranche sociale. Tranche sociale, exactement, tranche sociale qui n'est pas du tout en contact avec le numérique et qui a besoin d'avancer avec le numérique, puisque le numérique est l'avenir de tous. Donc l'association permet aux personnes en situation de précarité sociale et numérique d'accéder aux outils et aux lignes indispensables de nos jours. Voilà, merci, ça c'est. Christine, voilà. merci. Je voulais juste donner des mots-clés qui nous rassemblent dans la brigade du web. C'est donc faire donner du sens à nos actions, permettre aux associations d'augmenter leur notoriété avec les actions que l'on mène de manière bénévole. C'est important pour eux, et avec authenticité et de manière éthique. Voilà. Merci Christine, merci. Je vais appeler Jérôme, Fabrice, on arrive à la fin, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Juste un petit slide pour... Tac, ça marche plus ? Ça marche plus ? Je peux plus faire avancer mon diaporama. Au secours. Ah, ça bouge, voilà. Bon, ça, c'est quelques références. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les grands comptes, des organisateurs. Je suis très contente. Je salue un de nos clients qui est dans la salle, Oracle. Bonjour, Bestia. Et puis, voilà. Donc, et puis aussi des associations caritatives, vous l'avez bien compris. Voilà, tac, tac. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec la Brigade du Web, @ la Brigade du Web, sur Twitter, sur LinkedIn, aussi sur Instagram. On n'a pas notre Céline Beckrich, qui est notre spécialiste sur Insta, qui nous fait des super stories, etc. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les podcasts. On fait un podcast par mois, quand on peut, quand on n'est pas trop sous l'eau. Et le prochain, donc, sur l'influence et métaverse. Et voilà. Et donc, la parole est à vous si vous avez des questions. Paf. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère qu'il y en a. Waouh, on était si clair que ça ? Comment ça marche ? Ah, ça va être très compliqué. Ouais, il va falloir passer par moi. Voilà, c'est compliqué. Donc en fait, vous devez avoir des plaquettes et puis vous allez avoir, je devais avoir un slide à la fin avec les contacts. Non, c'est pas compliqué du tout. Tout dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez propulser un événement. Alors on est en train de travailler, c'est la petite parenthèse que j'avais oublié de dire pour le côté éthique, etc. Avec l'ARP, je suis en train de mettre en place des certifications, etc. pour justement légitimer cette authenticité, etc. Donc sinon, pour travailler avec nous, si vous voulez propulser un événement, vous vous adressez. Et comment ça marche ? C'est pas compliqué. Vous l'avez compris, on travaille sur 2 plateformes essentiellement, un petit peu sur Instagram, mais Twitter et LinkedIn. Et par exemple, vous avez un webinar. Vous voulez propulser ou booster les inscriptions à votre webinar. Et bien à ce moment-là, en fonction de la thématique de votre webinar, on va prendre les influenceurs qui semblent le plus, je dirais, qui vont engager le plus avec leur communauté. Je ne sais pas, ça va être par exemple sur le marketing ou ça va être sur le retail, ça va être tel et tel influenceur. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous qui choisissez l'influenceur, c'est lui qui va vous choisir. S'il sent que ça va le marcher ou pas. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est que tout le monde soit content. D'accord ? Donc, c'est pas parce que l'influenceur, il a le plus de followers, etc., comme je vous l'ai expliqué, c'est pas ça le plus important, c'est comment il va engager sa communauté en fonction de sa thématique. Donc ça, c'est une chose. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser votre événement à partir de son compte personnel, par exemple sur Twitter. OK ? Et il va faire aussi des posts sur LinkedIn. OK ? Ensuite, ça, c'est le avant l'événement.
d'accord, pour booster les inscriptions. Pendant l'événement, là, il s'agit de sortir. Il y en a beaucoup des événements. Croyez-moi, j'ai un site qui s'appelle My Digital Week qui fédère tous les événements du numérique. Et demandez à mon collaborateur qui est là, Mathieu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, quand le même jour, vous avez énormément d'événements, comment vous sortez du lot? Donc là, du coup, on fait appel aussi à un influenceur. Ça peut être le même que celui qui a fait la campagne, ou ça peut être un autre parce qu'il est disponible, qui va voir votre webinaire ou en présentiel, faire ce qu'on appelle du live tweet. Et il va monter votre événement à partir de son compte personnel et il va monter votre événement en visibilité. D'accord ? Et après l'événement, on s'aperçoit qu'un événement, surtout quand il est en présentiel, et notamment par exemple ici, c'est 3 jours, ça demande énormément de ressources, ça demande beaucoup de choses, on se dit c'est dommage que ça retourne comme un soufflé. Donc pourquoi ne pas le faire perdurer encore un peu dans le temps? Et donc on va reprendre les temps forts, les punchlines, etc. Ou peut-être aussi des extraits de vidéos. Là ici, il y a une captation vidéo, donc nous, derrière la brigade, on va capitaliser ça pour faire parler encore de l'événement pendant quelques jours, voire quelques semaines. Voilà comment on fonctionne. C'est pas compliqué. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais aujourd'hui, est-ce que le SSI sur LinkedIn ne peut pas être un bon indicateur de performance d'un Key Opinion Leader? Ah, ben là, on a Jonathan qui va répondre. Vas-y. Alors, du coup, il y a eu des études qui montraient que est-ce que le SSI avait un facteur au niveau de la portée de l'influence. Alors, théoriquement, je dirais qu'il y a une influence indirecte. Je ne pense pas qu'il y a une influence directe sur le SSI, tout simplement parce qu'en fait, je dirais que si tu utilises bien ton profil de SSI sur LinkedIn, naturellement, tu t'investis sur LinkedIn. Donc, naturellement, tu veux savoir comment optimiser tes publications. Donc, c'est forcément, tu as une meilleure portée. Donc, je dirais que, pour ma part, que le SSI n'est pas un indicateur de viralité sur LinkedIn. Donc, vous pensez que le SSI n'est basé que sur le profil et pas sur... Alors, quand on a un SSI assez élevé, c'est-à-dire qu'on s'investit beaucoup sur LinkedIn. Donc, du coup, quand on s'investit beaucoup sur LinkedIn, forcément, on est plus viral sur LinkedIn parce qu'on veut savoir comment ça fonctionne par rapport à quelqu'un qui a un SSI plutôt peu élevé. Ok, j'entends. Merci. Alors, SSI, qu'est-ce que c'est? C'est une note que vous avez sur 100 sur LinkedIn, parce que vous pouvez tous avoir cette note. Vous tapez linkedin.com/sales/SSI et vous avez une note de 0 à 100. Exactement. SSI. Social Selling Index. Non, juste pour compléter la réponse, j'ai un SSI de quasiment 80% et je poste une fois par mois. Donc la corrélation, elle n'est pas ultra flagrante. C'est pour ça que du coup, j'étais plus sur la qualité du contenu, en fait, si vous voulez. Merci beaucoup. À mon sens, le SSI n'est effectivement pas un indicateur seul performant, mais qui peut être un élément, on va dire, pour authentifier un Key Opinion Leader. Mais c'est mon point de vue. Et j'ai une deuxième question, parce qu'on parle beaucoup de savoir-faire, vu qu'on parle d'expertise, mais est-ce qu'on n'oublie pas le savoir-être? Parce que, à mon sens, un bon influenceur ou Key Opinion Leader, parce que je préfère effectivement ce terme en B2B, c'est aussi la perception, la singularité d'une expertise. C'est pas simplement l'expertise. Bien sûr, c'est l'authenticité en fait. On est d'accord? La charte? Oui, bien sûr, oui. On travaille sur une charte, effectivement, avec justement un organisme qui s'appelle l'ARP, qui est, Camille, aide-moi, c'est la régulation, l'autorité de la régulation de la publicité professionnelle, etc. D'accord? Donc là, effectivement, non, mais voilà. Bon, bref, vous avez compris, enfin, l'ARP, hein, d'accord. Voilà, RPP, voilà, d'accord, ok. Et l'idée, effectivement, c'est important, effectivement, justement, de pouvoir se fier à ce type de statut pour donner un certificat quelque part d'authenticité. Et nous, on a mis en place, effectivement, un manifeste sur lequel on s'engage à faire en sorte, si vous voulez, de rester... pour garder votre confiance, parce que c'est important d'être honnête, etc. Moi, je compare souvent quand on est comme des sportifs. Vous savez, il y a les sportifs, les vrais, ceux qui font le Tour du France, là, et puis ceux qui se dopent, et non, enfin voilà, on ne prend pas de dopage, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Alors, merci d'abord pour votre présentation. Merci. C'est au niveau des podcasts. Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour un business au niveau de la visibilité comme les autres réseaux sociaux?
Est-ce qu'il y a un rythme à tenir pour les podcasts? Il faut tout le temps poster ou c'est quelque chose à faire plus au niveau de l'authenticité? Alors, moi, je pense que faire du contenu, c'est toujours très bien. J'ai remarqué que pendant le confinement, nous, on a fait des webinars, ça a bien marché. Mais là, les webinars, les gens commencent à saturer un peu. Là, vous voyez, vous êtes sur un salon présentiel, il y a énormément de monde. Il y avait énormément de monde hier, vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup. Il y avait des gens assis par terre, partout. Enfin, c'était vraiment, voilà. Et on est content de se retrouver. Et le podcast, moi, je trouve que c'est vraiment un super média parce que je trouve que c'est pas intrusif. On est en train de le tester avec la brigade. Et honnêtement, j'étais assez ravie de voir les résultats. C'est court, c'est facile à mettre en place. On l'écoute ou on l'écoute pas, on le télécharge. Vous voyez, c'est pas intrusif comme un webinar, vous êtes là, machin, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, franchement, je trouve que c'est un super bon médium. Franchement, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Allez-y. D'autres questions? J'ai entendu oui. Non? Non? Ah, Patrice. Allez, Patrice. Allez, Patrice. Alors, cher Brigadou, est-ce qu'à force d'être Brigadou, vous n'êtes pas devenu un petit peu mou? Est-ce qu'on est obligé toujours d'être d'accord avec les marques ou est-ce qu'on peut aussi de temps en temps pas être C'est d'accord? l'inverse de ce... Enfin, on a dit le contraire. D'abord, je vais te dire, Patrice, quand on n'est pas d'accord avec une marque, on ne prend pas le partenariat. Tu n'as rien écouté. Pourquoi? Ben si, c'est vrai. Quand c'est pas avec nos valeurs, non. Quand c'est pas avec nos valeurs, on prend. Mais ceci étant, non, on n'est pas toujours d'accord avec nos. On a refusé plusieurs choses. Oui, on a refusé plusieurs choses parce que justement, ça correspondait pas à nos valeurs. Des très grandes marques que je ne citerai pas, mais il y a des choses qu'on a refusées. Et puis même, on n'est pas forcément d'accord entre nous. On a souvent des débats sur tout un tas de sujets. Il suffit de lancer quelques mots-clés, par exemple automatisation de postes, community management, KPI, on n'est pas toujours d'accord. Il y en a qui sont très chiffres, tu as pu le remarquer, d'autres qui sont beaucoup moins chiffres. Donc on n'est pas vraiment linéaire du tout. Hein. On est un collectif justement où chacun garde sa personnalité, Annie peut le confirmer. Et Annie, la première, garde sa personnalité aussi, et on y tient beaucoup. Je vais appeler Mathieu parce que le pauvre, ça fait 3 jours, il est torturé par moi, et il n'en peut plus là, du salon, donc il a survécu, voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Ok, moi je vous remercie infiniment. Un tonnerre d'applaudissements, on y va la musique. Allez hop. Merci pour votre attention, merci pour tout. Et puis à très vite.